22. Madoué. Madoué. Parfait. C'est dans la boîte. Y ahora que estoy cerca de ti, nunca, pero nunca te dejaré. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor, viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Cambiaste mis sueños por la realidad y no puedo dejar de quererte, es la verdad. Y ahora que estoy cerca de ti, nunca, pero nunca te dejaré. Bonjour, c'est Marie sur Radio Calonne. Voilà. Et je vous présente mon équipe. Alors, je vous présente Théo, Gilda, Isabelle, Edwige, Kyrio, Alexis, Elena, Antoine et Yvette. Et Marie. Et Marie. Bonjour. 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 Le sommaire de cette émission, on va parler de la parentalité avec Isabelle, la sage-femme. On va parler du métier du sage-femme, de ce que c'est d'être parent, et si on veut être si on a envie d'être parent. On commence en musique avec Léa Vincent dans les Strass. Tout de suite sur Radio Calonne. Adieu. Sur la liste avec plus un, Caroline, Laetitia, Séverin. Surligné au stabilo, l'eau. Le flipper claque un max, et les néons ça flash. Grosse tête unique pour tout le monde. Le blues il fait surface, faut pas croire que ça passe. Dans les stress. C'est pas du tout ce que tu imagines.
Robert Vincent sur Radio Calonne. Je vous présente juste Isabelle qui est sage-femme. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Est-ce que vous avez une question à vous poser? C'est quoi une sage-femme? Alors, une sage-femme, c'est une profession médicale qui D'accord. s'occupe avant tout des futures mamans pendant la D'accord. grossesse, au D'accord. moment de l'accouchement. On Oui. s'occupe des bébés après la naissance. D'accord. On a aussi des compétences dans le suivi gynécologique, c'est-à-dire la santé des femmes avec les dépistages des cancers du sein, des D'accord. cancers du col de l'utérus et D'accord. également tout ce qui est de la contraception. D'accord. Et c'est pour faire ça, faut une formation. Faut une formation pour faire ce métier-là. Tout à fait, c'est une formation qui évolue d'ailleurs ces dernières années. D'accord. Oui. C'est une formation après le bac dans des écoles de D'accord. sages-femmes qui dépendent de la fac de médecine. D'accord. Et ça passe progressivement à 5 voire 6 ans d'études après le bac avant de pouvoir s'installer comme sage-femme. D'accord. Est-ce qu'il y a un concours pour passer ou on passe directement après le bac? Non, il y a un concours pour passer en fait. Alors il y a différentes passerelles aussi, c'est pas forcément sur concours, mais c'est quand même quelque chose d'assez sélectif. Comment ça se passe à l'accouchage? Un accouchement. À l'accouchement, pardon, désolé. Pardon. Alors, il y a différents types d'accouchement. La D'accord. sage-femme, c'est la spécialiste de l'accouchement physiologique, D'accord. c'est-à-dire qui se passe normalement. D'accord. Quand il y a une anomalie, on va passer la main au médecin obstétricien. Mais la majorité des accouchements en France sont réalisés par les sages-femmes. On estime à peu près 85% des accouchements sont réalisés par les D'accord. sages-femmes seules. Et oui, et vous allez un peu partout pour ça, pour faire ce métier-là aussi. Alors moi, je ne pratique plus d'accouchement depuis quelques années, D'accord. depuis que je me suis installée en libéral, c'est-à-dire que j'ai mon cabinet où je D'accord. pratique des consultations. Mais avant D'accord. ça, je travaillais dans différentes maternités et j'ai travaillé D'accord. bien entendu en salle d'accouchement pendant des années. D'accord. Merci. Les gens viennent pourquoi? Pour voir. Alors, la plupart de mes consultations, ce sont des consultations de grossesse, c'est-à-dire des D'accord. futurs parents qui attendent un D'accord. enfant et qui viennent me voir pour que je vérifie que tout se passe bien au cours de la grossesse. D'accord. J'ai aussi des consultations donc gynécologiques où on va parler contraception et on va parler des dépistages. Et D'accord. puis j'ai aussi des consultations après l'accouchement D'accord. pour accompagner par exemple l'allaitement ou les D'accord. difficultés qu'on peut avoir avec le biberon pour nourrir le D'accord. bébé. J'ai aussi une pratique en rééducation du périnée puisque après l'accouchement, faut faire un peu de sport pour récupérer. D'accord. Et vous avez beaucoup à travailler dans cette situation. On est de plus en plus de sages-femmes libérales. D'accord. Il y a moins de naissances en France depuis quelques années et D'accord. donc il y a moins de sages-femmes dans les maternités. D'accord. Par contre, on se développe un peu plus pour le suivi de la santé des femmes D'accord. en libéral. Merci. La contraception, c'est par exemple un plan, la pilule, le stérilet, tout ça. Très bien, Edwige, je vois que tu es déjà bien renseignée. Oui, effectivement, il y a plein de modes de contraception. Il y a des contraceptions locales, sans hormones. Ah oui, c'est couper les... Alors, on peut déjà parler du préservatif, Oui. qui va avoir aussi une action contre les infections sexuellement transmissibles. Mais il y a, et comme tu le disais, tout ce qui est pilule, stérilet, implant contraceptif. Peut y avoir aussi des capes et des diaphragmes, même si c'est un peu moins facile d'utilisation. Et puis, sur demande, les couples aussi... quand je dis les couples, les hommes ou les femmes peuvent demander une contraception définitive, comme la ligature de trompe ou la vasectomie chez l'homme. Mais c'est tout à fait autorisé, c'est un choix.
C'est quoi la photologie chez l'homme? La vasectomie, c'est la ligature des canaux déférents. C'est ce qui va amener en fait les spermatozoïdes vers le liquide séminal dans l'éjaculation. Et on peut venir ligaturer ou couper en fait ces canaux déférents. Ça ne va pas jouer sur la sexualité, mais c'est chez des hommes qui ne veulent pas ou ne veulent plus d'enfants. Ah oui. Et la ligature des trompes, c'est quoi? C'est couper les trompes? Tout à fait, ou de mettre des petites clips dessus pour bloquer le passage des ovocytes, des ovules, vers la cavité utérine. Dépistage aussi Alors le dépistage, ça c'est quelque chose de très important puisque les femmes ont aussi des maladies spécifiques. On dépiste par exemple le cancer du sein. Alors ça passe par de la palpation des seins qui doit être faite chez un professionnel comme une sage-femme. Mais j'apprends également aux patientes qui consultent chez moi à faire de l'autopalpation, à aussi observer la nature de leur sein. Et il y a le dépistage du cancer du col de l'utérus qui lui se fait, alors on parle souvent des frottis. Ah oui. Voilà. Il y a différents types. Ça se fait à partir de l'âge de 25 ans et jamais avant. Jusqu'à l'âge de 65 ans. Et là aussi, on a différentes modalités parce que le geste peut faire peur. Et aujourd'hui, on a des possibilités pour que ça se fasse plus en douceur. Mais ça fait mal, je trouve, parce que je l'avais déjà fait, le dépistage du col de l'utérus, ça fait vachement mal. Hein. Ouais. Et c'est pas agréable. Alors, c'est variable en fait parce qu'il y a différentes possibilités. Avant, il y avait toujours l'usage du spéculum qui est un instrument pour écarter les parois du vagin et c'est souvent ça qui est pénible. Ah ouais. Alors, aujourd'hui, on a des spéculums qui sont plus petits, on peut mettre plein de lubrifiants pour que ça glisse mieux, ça fait moins mal. Mais on a aussi d'autres modes de dépistage qui font qu'on n'est plus obligé de mettre le spéculum. Moi, il m'arrive de faire des frottis parfois avec une sorte de coton-tige qu'on va mettre au niveau du vagin. Et c'est beaucoup moins pénible que le spéculum et la brossette qui peut faire peur. Ah oui, je suis d'accord aussi. Et par contre, est-ce que j'avais une question à propos du comment ça s'appelle la contraception que j'ai là en ce moment. Par implant. Par implant. Est-ce que pour l'enlever et le remettre, ça fait mal? Non, puisqu'on fait une anesthésie locale. En fait, tu peux sentir éventuellement les mains de la sage-femme ou du médecin qui pince un petit peu la peau pour l'attraper, mais tu ne sens pas du tout le reste puisqu'on a fait une anesthésie locale. Parce que je l'ai déjà fait et je l'ai sur moi, mais est-ce que... Ouais, c'est le remettre, parce que c'est la première fois je l'ai mis. On le change à peu près tous les 3 ans, habituellement. Et non, il n'y a pas de raison que ça fasse mal puisqu'on fait dans le même geste. D'ailleurs, on fait une anesthésie, on retire l'implant et on en remet un neuf au même moment. Oui. D'accord. Oui, je suis d'accord. Je vais refaire le 28 janvier 2028. Premier du mois 2028. Dites-moi, ça fait combien de temps vous pratiquez ce métier-là? Oh, ça fait de nombreuses années maintenant. J'ai commencé mes études en 1997. D'accord. Et en fait, on fait des accouchements pratiquement dès le début, même si au début, on n'est pas toute seule. Et j'ai été diplômée en 2001. Donc, ça fait 25 ans que j'ai été diplômée et je suis en libéral depuis 2010. Donc, voilà, un peu plus de 15 ans que je travaille en libéral et plus en milieu hospitalier. D'accord. Et vous avez fait quoi avant ? Alors, avant d'être en libéral, j'ai travaillé dans différents services de maternité. J'ai travaillé en consultation, j'ai travaillé dans des services de grossesse à risque quand les futures mamans avaient des maladies ou que le bébé avait lui-même été porteur d'une maladie. J'ai travaillé évidemment en salle d'accouchement et j'ai travaillé dans ce qu'on appelle les suites de couches, c'est-à-dire pendant l'hospitalisation des mamans et de leurs bébés à la maternité avant qu'elles rentrent à la maison. D'accord. Maintenant que je suis en libéral, je vois les mamans avant l'accouchement et je les suis surtout beaucoup après l'accouchement. D'accord. En allant les voir à la sortie de la maternité chez elles. D'accord.
c'est quoi quand on a un enfant, la césarienne en fait? Est-ce que vous êtes là ou pas? Alors oui, les sages-femmes sont présentes lors des césariennes. On ne pratique pas l'accouchement par césarienne, puisque par définition, c'est plus un accouchement normal. Ouais. Mais on est présente pour accueillir l'enfant. Ouais. C'est nous qui allons avoir présenté d'ailleurs l'enfant aux parents et faire les premiers soins à cet enfant. Oui. Avec éventuellement l'aide du pédiatre si le bébé est en mauvaise santé. Ouais. Mais évidemment, nous sommes présentes dans l'immense majorité des accouchements. Avec Également par césarienne. Césarienne, mais elles n'ont pas trop le droit de bouger après, quoi. On se remet de plus en plus vite. Il y a vraiment des techniques aujourd'hui au niveau de l'anesthésie qui font que les mamans ne sont quasiment plus endormies, plus jamais, et vont être debout très rapidement au bout de quelques heures. Ah, d'accord. D'accord, merci. Qu'est-ce que c'est la pilule du lendemain? Alors, c'est un mauvais terme. Alors, c'est bien de la prendre le plus tôt possible après un rapport à risque, c'est-à-dire un rapport qui pourrait aboutir à une grossesse qu'on ne voudrait pas. Mais on devrait parler d'une contraception d'urgence. Il y a différentes pilules qu'on peut prendre le plus rapidement possible après ce rapport qui n'aurait pas été protégé. Quelqu'un qui n'a pas de contraception, qui n'a pas utilisé de préservatif non plus, peut demander directement au pharmacien une contraception d'urgence sous forme d'une pilule à avaler le plus tôt possible après ce rapport, idéalement dans les quelques heures après, mais jusqu'à 5 jours après ce rapport à risque. On a même la possibilité, dans certains cas, de poser un stérilet en guise de contraception d'urgence. Ça, c'est aussi peu connu, mais il ne faut pas hésiter à demander conseil auprès des sages-femmes quand on a un doute sur un rapport à risque. Alors, quand je dis à risque, voilà, à risque de grossesse. Est-ce que les contraceptions d'urgence, c'est payant ? Non, aujourd'hui, avec différents textes de loi, on a accès à la contraception d'urgence, soit en demandant au pharmacien, soit en demandant à son médecin traitant ou à sa sage-femme, et il y a une prise en charge de la contraception d'urgence. Isabelle, est-ce que tu as fait l'accouchement à la maison ? Alors, j'ai pas jamais pratiqué d'accouchement à domicile programmé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patientes peuvent aussi faire le choix d'accoucher à domicile comme on le faisait auparavant. Il y a peu de sages-femmes libérales qui le font. Par contre, j'ai déjà assisté à des accouchements inopinés, que ce soit à la maison, sur un parking, dans une voiture, dans un ascenseur ou dans le hall d'un immeuble. Et c'est quelque chose que j'ai fait plus jeune et qui laisse forcément des souvenirs assez extraordinaires. Moi, je suis née à la maison. Je m'étais à l'hôpital. C'était un choix ou c'était par accident ? Non, je suis née en 59 et mes parents n'avaient pas de voiture. Alors, il y avait les voisins qui venaient, et mes sœurs étaient parties chercher mes voisins pour que je sorte. Je suis née à la maison, je ne suis pas à l'hôpital. Voilà, comme cela se faisait auparavant, bien plus souvent qu'aujourd'hui. Oui. Et on note depuis quelques années des demandes de femmes qui veulent revenir sur un accouchement plus naturel à la maison. Dans ce cas-là, je leur conseille toujours d'aller rencontrer une sage-femme qui pratique ces accouchements à domicile. C'est beaucoup plus sécurisant que d'être toute seule. Où j'habite, c'est en plein campagne, alors il y aura du mal à me trouver. Est-ce que l'accouchement, c'est difficile ? Est-ce que c'est pas... Tu parles pour la femme qui accouche ou tu parles pour la sage-femme qui l'accompagne ? Les deux. Alors, pour la femme qui accouche, on parle souvent de la douleur de l'accouchement, mais là aussi, il y a des préparations et il y a des possibilités d'anesthésie, comme la péridurale qui, en France, concerne là aussi 85% des accouchements. Pour la sage-femme, c'est forcément un moment de grande responsabilité. On a la santé de la maman et du bébé entre nos mains aussi. On doit être capable de dépister quand ça se passe pas comme sur des roulettes pour pouvoir aussi adresser ce couple mère-enfant à l'obstétricien qui pourra intervenir dans ce cas-là.
Merci Marie, on fait une pause musicale et on écoute Paul Isaac du reggae sur Radio Colonne. Nurturing the young roots grows a strong tree. Foundation for community. Young roots grow a strong tree. Foundation for community, yeah. Hand in hand, walk with your kiki. Hand in hand, walk with Kupuna. Hand in hand, walk with your kiki. Hand in hand, walk with Kupuna, yes, yeah. Set the foundation for the next generation. Fill them with love, peace and inspiration. Set the foundation for the next generation. Fill them with love, peace and inspiration. Yes, yes. Yes, I was a young root swinging from my family tree, looking up to the elders that were guiding me. Rain or shine, they helped this little sprout to grow. With love and laughter, nourished up my heart and soul. Now's the time, friends, share your wisdom. Young roots will soak up what you give them. Send their shoots on up towards the sunlight, and share your sweet fruits. Got us feeling alright. The roots and the shoots from the branches share the fruits, yeah. Fruits of plenty, feeding many. The roots and the shoots from the branches share the fruits, yes. Share what you got. Nurturing the young roots grows a strong tree. Foundation for community. Young roots grows a strong tree. Foundation for community, yeah. Every seed planted starts with young roots. When you nourish it, will grow to bear the sweetest fruits. Every seed planted starts with young roots. You nourish it, will grow to bear the sweetest fruits. Every seed planted starts with young roots. You nourish it, will grow to bear the sweetest fruits. Every seed planted starts with young roots. You nourish it, will grow to bear the sweetest fruits, yeah. Ooh, 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 yeah. Ooh, ooh, yeah. Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Hey. We're setting a good example for the children. Yeah, 'cause back to the roots is how we're living. We're eating our food straight from the garden, building community 'cause that is where the heart is. So gather round, meet us at the fire, and bring your family music to inspire. We'll sing in harmony and sow these seeds together. And when the flowers grow, we'll share them with each other, yeah. Hand in hand, walk with your kiki. Hand in hand, walk with Kupuna. Hand in hand, walk with your kiki. Hand in hand, walk with Kupuna. Hand in hand, walk with your kiki. Hand in hand, walk with Kupuna. Hand in hand, walk with the kiki. Hand in hand, walk with Kupuna. The young roots grow a strong tree. Foundation for community. Young roots grow a strong tree. Foundation for community, yeah. Young roots grow a strong tree. Foundation for community. Young roots grow a strong tree. Foundation for community, yeah. Young roots. On vient d'écouter Polyzone sur Calonne Radio. Alors Isabelle, est-ce que c'est facile d'être parent ? Facile, non, je ne dirais pas que c'est facile. Ça peut éventuellement être facile d'obtenir une grossesse, c'est pas pour tous les couples, puisqu'il y en a qui ont beaucoup de difficultés, mais être parent, c'est aussi une énorme responsabilité. Faut répondre aux besoins primaires de l'enfant, alors les besoins vitaux, manger, dormir, être en sécurité. Faut également lui apporter de l'affection, du réconfort.
faut gérer les imprévus, ne serait-ce que les petites maladies qu'ils peuvent avoir quand ils sont petits. Et pour ça, ça demande quand même de pouvoir anticiper, s'organiser. Il y a beaucoup de joie derrière ça, mais non, c'est pas facile. Pour les handicapés comme nous, est-ce que c'est facile d'avoir un enfant, mais s'il est placé, on fait comment? S'il est placé Alors, c'est pas facile. Là aussi, je peux pas dire que ce soit facile parce que tout comme vous avez j'allais dire, tu parlais des personnes handicapées, vous avez pu subir une certaine stigmatisation, être victime de rejet, être victime de maltraitance. On a vraiment le sentiment aujourd'hui, même s'il y a des mesures mises en œuvre, que là aussi, la personne handicapée qui souhaite un enfant va être vite jugée, éventuellement stigmatisée. Donc non, c'est pas facile. Par contre, on peut s'appuyer sur des démarches et sur des professionnels de santé qui sont là pour accompagner et pour faire aussi avancer vos droits. Le suivi d'une grossesse chez une personne handicapée peut nécessiter certains ajustements et on peut avoir besoin d'un accompagnement différent quand le bébé est là. Il y a des équipes formées pour ça, il y a des dispositifs pour ça, le tout est que ce soit respecté, accompagné. Ça demande sans doute un temps d'apprentissage plus long pour s'occuper d'un enfant et c'est pas être un mauvais parent que d'avoir besoin d'aide. Ah oui. Et est-ce qu'on peut le garder, un enfant, même si on est handicapé? Tout à fait, là aussi, puisque la parentalité, ce n'est pas que le lien biologique. La parentalité, c'est aussi avoir recours à des équipes dédiées qui sont parfois un parent, un grand-parent, une famille d'accueil, mais également toutes les équipes de la protection maternelle et infantile, des éducateurs spécialisés qui sont là pour accompagner les couples, quels qu'ils soient, pour accueillir leur enfant. Aujourd'hui, il y a des textes très clairs pour dire que vous avez le droit à la parentalité et que vous avez également droit à ces dispositifs, tout comme vous avez le droit à des congés, comme tout parent. Congé maternité, congé paternité, congé parental, congé enfant malade, tout ça c'est aussi une forme de reconnaissance de la parentalité. Isabelle, j'ai une question. Comment on fait si on est à la maison, qu'on n'a pas de sage-femme? Est-ce qu'on appelle le 15 ou est-ce qu'il y a une sage-femme qui vient aider ou pas? Tu parles pour l'accouchement là? Tu parles déjà pour l'accouchement ou tu parles pour un suivi tant de gynécologie que la grossesse? Les deux, ouais. Alors, il y a des consultations qui sont faisables en cabinet, comme dans un cabinet libéral. Ouais. À l'hôpital, il y a des services de consultation. Ouais. Et il y a également du suivi à domicile qui est possible. Oui. Les sages-femmes libérales se déplacent également, même dans les structures, dans tous les foyers de vie et maisons d'accueil spécialisées, si nécessaire. On peut faire ce qu'on appelle du suivi au lit du résident. Ouais. Mais après, tu es tout à fait en droit de prendre rendez-vous avec la sage-femme ou le médecin de ton choix parce que tu as une question et besoin d'une consultation. D'accord. Après, si tu dois être accompagné, c'est toi qui choisis ton accompagnant. Ça peut être un parent, ça peut être un éducateur, ça peut être l'infirmier. Il y a plein de possibilités. Nous, on s'adapte. Mais est-ce que le 15 peut venir aussi? Le 15 viendra en cas d'urgence. Si tu es en train d'accoucher toute seule chez toi, bien sûr, il faut appeler le 15 ou le 112, mais pour avoir quelqu'un qui vient à ton secours. Ouais, voilà. Merci. Qu'est-ce qui se passe après que la maman a accouché, en fait? Nous, ce qui nous paraît le plus important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de séparation entre la maman, le papa et le bébé. Donc ce bébé, on le laisse le plus possible près de ses parents. Le pot à pot, par exemple, est quelque chose qui va aider un nouveau-né à atterrir un peu dans notre vie.
Et ensuite, on va pouvoir accompagner les mamans dans leur choix. Est-ce que la maman souhaite donner le sein ou le biberon pour nourrir ce bébé ? Est-ce qu'elle veut l'élever toute seule ou est-ce qu'elle a besoin d'aide ? Tout ça dans une maternité, ce sont des choses qu'on va évaluer pour pouvoir aussi mettre en place un suivi adapté. Il existe des puéricultrices également qui interviennent à domicile pour pouvoir accompagner les jeunes parents qui sont avec leur bébé. Il y a les sages-femmes, il y a les puéricultrices, il y a les éducateurs spécialisés. Parfois, on va demander aussi à d'autres professionnels, comme les ergothérapeutes, pour pouvoir adapter les soins, l'accueil de ce nouveau-né. Et comment vous faites pour gérer des personnes, soit qui ont peur, ils savent pas trop comment réagir ? Je crois beaucoup en l'accompagnement personnalisé. C'est bien d'avoir du coup une sage-femme référente. Quelqu'un qui te connaît avant même la grossesse, qui va pouvoir t'accompagner durant la grossesse, te préparer et avoir cette personne qui va pouvoir t'accompagner également dans les premiers jours. C'est beaucoup plus difficile quand c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu et qui ne te connaît pas, qui ne sait pas comment tu réagis. D'accord. Tu as ta façon de faire, ta façon de réagir et tes peurs. Oui. Et c'est vrai que ton éducatrice, par exemple, peut être une personne ressource qui va pouvoir faire ce lien pour qu'on puisse t'accompagner. Après, je dirais que c'est pour tout le monde pareil. Toutes les jeunes mamans, elles ont des questions, des peurs, et au début, elles se sentent maladroites. C'est un grand bouleversement. Et finalement, on y arrive. Oui. J'avais une question. Comment les parents savent que s'ils sont en difficulté, les enfants, par exemple, genre dans la grossesse, s'ils sont handicapés ou pas handicapés, comment ils savent ça ? Alors tout ça, c'est le suivi de grossesse avec la sage-femme et les médecins et tout ce qui est aussi des échographies. On a la possibilité d'aller faire des examens pour aller observer le bébé dans le ventre de sa mère et voir si, par exemple, il a des malformations. Dans certains cas, quand on craint des anomalies chromosomiques, comme la trisomie par exemple, on peut aller également faire des prélèvements, soit dans le sang de la maman, soit directement dans le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé, pour voir si lui-même est atteint. Tout ça, ce sont des gestes qu'on connaît bien, qu'on simplifie désormais avec moins de prélèvements dangereux pour le futur bébé, qu'on appelle le fœtus à ce moment-là. Et on essaie toujours, le plus important, c'est d'anticiper. C'est pas tant le problème de savoir si le bébé a une malformation, un handicap quelconque, c'est de pouvoir se préparer, pouvoir en discuter avec les parents et ne pas le découvrir à la naissance ou dans les premières semaines, les premiers mois. Ok. Est-ce que quand ils ont les bébés, vous les mettez dans quelque chose, qu'est-ce que vous faites après ? Alors tout à l'heure, je te parlais du pot à pot, qui est quelque chose d'essentiel. C'est un peu comme si papa ou maman était une couveuse pour bébé, en le mettant bébé en sécurité contre la poitrine de papa ou de maman. On met juste une petite couche au bébé, tout le monde se met torse nu et on fait du pot à pot. C'est la meilleure façon de se réchauffer. Après, bien entendu, tout dépend de l'état de santé du bébé. Est-ce qu'il est né à terme ou est-ce qu'il est prématuré ? Et puis, on va pouvoir adapter. Il y a toujours la possibilité d'avoir des couveuses, des berceaux chauffants ou un berceau, un lit tout à fait simple. Et là, on apprend aux jeunes parents à couvrir correctement le bébé pour qu'il soit bien couvert et ne pas avoir froid, mais pas trop couvert non plus pour qu'il ne meure pas de chaud. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est les témoignages et les activations des parents ? Alors c'est vaste hein, comme sujet. Alors peut y avoir, Antoine en parlait tout à l'heure, la satisfaction de voir le bébé apparaître. Et ça, il y a beaucoup de jeunes papas qui décrivent ce moment magique, tout comme on décrit souvent le premier regard, ce premier lien avec son enfant. Mais on peut aussi être parent
de façon plus progressive. Il y a plein de parents qui s'interrogent beaucoup au départ, savoir s'ils vont l'aimer, cet enfant, s'ils vont savoir s'en occuper. Et parfois, il faut quelques jours ou quelques semaines pour s'apprivoiser, en quelque sorte. Et c'est tout à fait naturel, voilà, de prendre un petit peu de temps avant de découvrir, parce que ce bébé, c'est aussi un étranger et il correspond pas toujours au bébé idéal qu'on pouvait imaginer. Et est-ce que tu sais comment on présente aux parents, comment prendre, comment? Alors, il y a quelque chose d'assez instinctif. La plupart des parents à qui on tend le bébé vont naturellement mettre leurs bras un peu en berceau. Et nous, on va les guider dans leurs gestes pour qu'ils prennent le bébé en toute sécurité. On leur montre des techniques aussi pour le bain, qui souvent fait peur aux jeunes parents, pour pas avoir l'impression que le bébé va leur échapper des mains dans la baignoire. Il y a des trucs et astuces pour changer la couche ou enfiler le pyjama pour que ce soit plus facile alors qu'on l'a jamais fait et qu'on pratique les choses. Après, j'ai un souvenir, moi, d'un accouchement où le papa était atteint d'un handicap visuel. Il était aveugle au dernier degré et il ne connaissait pas le sexe de l'enfant et on lui a posé le bébé dans les bras. On a déshabillé l'enfant, on l'avait mis juste dans un linge et on l'a laissé découvrir son bébé par le toucher. Et entre autres, on ne lui avait pas dit que c'était une petite fille, on l'a laissé découvrir lui-même. Et je regarde un souvenir très émouvant. Ah, d'accord. Est-ce que ça doit être triste que le papa, quand il est aveugle et qui touche comme ça, quand l'expression, comment ils savent que c'est quelqu'un? Il a découvert l'anatomie de ce bébé et on l'a laissé découvrir par lui-même et c'était le moment très émouvant puisque il a d'abord examiné le visage, les cheveux, il regardait les oreilles, il en était à compter les doigts des mains et ainsi de suite. Et puis après, il a descendu ses mains et il est allé chercher entre les jambes est-ce qu'il sentait quelque chose qui ressemblait à un garçon ou plutôt à une fille. Et là, on l'a entendu s'exclamer c'est une petite fille et il a fondu en larmes d'émotion et tout le monde pleurait dans la salle d'accouchement. Il savait qu'il pleurait, quoi. Ah oui, tout à fait. Mais de joie. De joie. Bah oui. Mon Dieu. De joie, bien sûr. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu des accidents avec l'accouchement? On a forcément des accouchements qui se passent pas comme on voudrait. Il peut arriver qu'il y ait des bébés qui sont déjà morts au moment de la naissance. Ils sont morts dans le ventre de leur mère et on doit accompagner de la même façon le couple dans l'accouchement de cet enfant. Donc forcément, ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Le plus important, c'est que ça ne reste pas un événement traumatique, ce moment-là. On peut également avoir une rencontre avec ce bébé qui a de toute façon une existence dans la vie, dans la tête de ses parents. Après, des accouchements qui se passent mal, oui, ça peut arriver. Heureusement, c'est pas la grande majorité, d'où l'intérêt d'un suivi adapté et d'avoir des équipes qui sont là pour gérer tous les problèmes. On fait une pause musicale et on écoute Juana Molina sur Radio Calonne. La ruda preparará la poción. En noche de luna repetirá la oración. Linda luna que hay con tu luz iluminas el brebaje. A ti te invoco, ayúdame a conseguir lo que pedía.
más el brebaje. A ti te invoco, ayúdame a conseguir lo que he pedido. Y me olvidó, me lo bebí todo. Y él me olvidó como yo. Y ahora que me olvidó, la embrujada soy yo y no lo olvido. Hay que pasar alguna hora, yo lo adoro y de nuevo no lloro. On vient d'écouter Roi Paguette d'État et je passe à Isabelle. Paraguaya sur Radio Calonne. Parogodoria sur Radio Calonne. Après avoir parlé de tout ça, moi ça m'intéresse de savoir si vous-même vous avez déjà pensé, ou est-ce que vous avez eu envie d'avoir un enfant, et puis si c'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que non vraiment vous ne vous voyez pas avoir un enfant? Moi, pas pour l'instant, je souhaiterais pas avoir d'enfant, mais plus tard, pourquoi pas. Pourquoi? Pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment ouais, mon âme sœur, ouais, donc voilà. C'est un bon début, effectivement. Bah, en fait, moi, je sais pas trop pour avoir un enfant. J'étais en couple avant et puis après, j'étais pas prêt à avoir un enfant. Je suis bien déjà, je suis bien tout seul déjà, je suis pas prêt quoi. Voilà. Marie, alors moi je veux pas avoir d'enfant. Je vivais une relation à deux sans enfant et avoir le souhait d'être fiancée. Très bien. Yvette, tu n'as pas eu d'enfant, mais c'est un choix ou ça s'est pas trouvé? Non, je ne voulais pas d'enfants. Il faut s'occuper, les mettre à l'école. S'ils ont un boulot, il faut qu'ils travaillent. Tu ne t'en sentais pas les capacités? Tu n'avais peut-être pas le soutien? Non. Moi, pas pour l'instant. Je préfère attendre un peu. Est-ce que t'as d'autres projets? Non, pas pour l'instant, mais je préfère attendre l'âme sœur. Ouais. Et toi, Kyrio? Bah, moi, c'est pareil que Marie, j'aimerais bien me fiancer, après on verra. Bah moi c'est je suis fiancée. Oui. Enfin fiancée compliqué encore parce que je suis pas paxée, mais peut-être un jour je vais me paxer, on verra. J'aimerais bien, je le souhaite. Et avoir un enfant, j'en ai parlé à ma belle-sœur et on verra ça plus tard. Déjà mollo quoi. Et après, avec les autres familles, avec ma famille... Ce sont des choses dont vous avez discuté avec vos proches, votre entourage, vos familles, vos éducateurs? En fait, il y a plein de... C'est pas le tout de faire un enfant, faut acheter la nourriture, les couches, faut le changer, faut faire le biberon, faut... Le bébé, ça réveille le matin. Moi, je m'en rappelle, je réveillais ma mère à 4 heures. Je réveillais mon papy, ma mamie. Enfin, c'est tout des contraintes. Donc, moi, je préfère pas, quoi. Bah, moi, j'en ai parlé à ma belle-sœur quand j'étais au ski récemment.
Et elle me disait oui, mais si t'as un enfant comme ça, on sait pas comme ça, je dis. Et mais comment on va faire? Faut que je déménage avec l'enfant et ton Jules, je sais pas s'il viendrait ou pas. Enfin, ton compagnon, quoi. Cette question de choix, elle est difficile parce que moi, je me retrouve avec la même chose par rapport aux contraceptions. Edwige, tu parlais de ta contraception tout à l'heure et on a parfois l'impression que vous êtes une population chez qui on a imposé à certains moments la contraception. Et aujourd'hui, on essaie d'être beaucoup plus à l'écoute et de savoir quelles sont vos envies, quels sont vos souhaits par rapport à vos droits. Et c'est tout ce discours ambiant aussi qui peut être problématique. On parle beaucoup dans la vie affective, intime, on parle aussi du consentement, mais vous avez aussi ce consentement au fait de ne pas avoir d'enfant ou au fait de vouloir un enfant. Moi j'en ai parlé plus avec mon oncle. Du coup, je parlais avec mon oncle et il m'a dit que c'était vraiment dur d'avoir un enfant pour gérer le travail, l'argent, le médecin, le dentiste aussi. Ça joue aussi sur ça aussi. Parce que ça demande aussi sur plein de choses qui est ouverte sur ça aussi. Et on m'a dit que c'est assez difficile de prendre un enfant, de l'aimer. Et que derrière qu'il y ait le suivi médical aussi, quoi. Faut avoir les sous aussi pour payer. Oui, ce sont toutes ces considérations. Alors là, tu mets les considérations financières en premier. Oui. Moi, je pense plus à la fatigue, au stress, à l'anticipation. Ouais. Et surtout, voilà, au fait que les gestes sont souvent plus lent et c'est une responsabilité. C'est gérer la responsabilité d'un enfant qui est dépendant de toi, en sachant que tu peux aussi avoir de l'aide et besoin de cette aide. Ouais. Mais est-ce que Kyrio, par exemple, arrive à se lever tôt le matin? Si le bébé se réveille à 4h du matin et que lui, avant 10h, il décolle pas, ça marche pas. Ah ouais. Ça tombe à l'eau. On est parlé à la fin de mes parents, mais chez mes parents, c'est pas tout ouvert, quoi. Du coup, ça arrivait que mon ex-amant venait à la maison et puis elle venait, quoi. Après, il a pas du mal à en parler de ça. Et je suis pas prêt de me mettre en couple là. Je suis pas prêt. Et puis les enfants, on verra plus tard. Et puis après, on le verra bien au fur et à mesure du temps, quoi, ça va être. Et ça paraît avec les femmes, mais c'est aussi un peu ça. Donc je suis pas prêt de faire tout ça, quoi. Oui, les uns et les autres, vous me parlez plus de trouver l'amour plutôt que de penser à un projet d'enfant. C'est pas facile pour moi d'avoir des enfants, de marier, tout ça, quoi. C'est un peu peur. Qu'est-ce qui te fait peur d'ailleurs, Théo? Comment? J'ai peur, c'est que la relation, j'ai un peu peur de ça, quoi. Un peu m'ouvrir, un peu tout. Je préfère prendre mon temps pour l'instant et après la suite on verra bien. Elle a pas peur de faire l'amour, surtout l'amour, j'ai peur de faire. Et voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur, les autres? Qu'est-ce qui vous fait peur, les autres, dans le fait d'envisager d'être parent? Bah moi, rien ne me fait peur, tout va bien, c'est voilà, quoi. Faut trouver la maman. Faut être sûr de soi et puis c'est tout, après, voilà. Bah, faire peur par rapport à la vie de tous les jours. Bah, c'est après, c'est le moment, hein, c'est l'organisation. C'est l'organisation qui te fait peur, c'est les gestes du quotidien, le fait de donner le bain, le fait de devoir respecter des horaires, de repas, d'école. Oui. Tu sens que tu as déjà bien à faire avec ta propre organisation?
Ouais. Après, ça fait peur pour la vie de tous les jours. Ça... Après, c'est chacun. C'est chacun, si comme il veut. Et Marie, qu'est-ce que tu aimerais dans le fait d'être parent, selon toi? J'aime bien la vie à deux. Avoir un enfant, je me vois pas pour l'instant. Et toi, Edwige, qu'est-ce qui ferait que tu aimerais être parent? Moi, c'est l'élever, peut-être, si j'aurai envie après. L'élever, le nourrir. Et l'élever, le nourrir, lui apprendre plein de choses. Me disputer quand ça va pas, quand il y a des trucs qui vont pas. Pas me disputer, mais dire bah oui, ça suffit, tu fais des bêtises. Même le papa aussi, je pense qu'il aurait l'aurait fait ça. Et quoi d'autre La naissance, surtout, ça m'aurait fait peur, c'est de le faire glisser du ventre. Oui. Ça m'aurait fait peur, ça, je pense. Oh, la peur de l'accouchement est commune à toutes les futures mamans. Les futures mamans, oui. Bah, quand ma mère a su que j'étais handicapé, bah, ça lui a fait peur, quoi. Elle pensait que j'étais normal et du coup, bah non, j'étais handicapé. C'est pour ça. Et je pense que ça fait peur à toutes les jeunes filles, peu importe l'âge où t'as ton bébé, où tu commences à avoir la grossesse, bah après ça fait peur d'accoucher, quoi. C'est comme les animaux, bah des fois ils ont peur d'accoucher, quoi. Et vous auriez peur d'avoir un enfant handicapé? Moi oui. Toi oui. Marie, tu aurais peur que ton enfant soit handicapé? Non. Non? Non. Moi, ça m'aurait pas fait peur, je pense. Parce que je suis de même handicapée et je pense que mon enfant, s'il était handicapé, ça serait pareil. On sait pas. Tu saurais faire? Peut-être, je pense. Après, je sais pas. Pour l'avortement, par exemple, si tu attendais un bébé handicapé ou dire bah c'est sûr que c'est triste, il faut pas le faire. Enfin, faut pas le faire. Il y en a qui le font et c'est tuer quelqu'un, un être humain, quoi. Alors, c'est une question éthique compliquée. Par contre, il y a des possibilités de mettre un terme à la grossesse par une interruption médicale de grossesse lorsque le fœtus, c'est-à-dire le bébé qui va naître, est atteint d'une maladie incurable. On n'a pas de moyen de le soigner. Alors, il y a certaines questions qui se posent par rapport à des handicaps qui n'empêchent pas la vie, tout court. Et c'est quelque chose qui est discuté, du coup, entre les futurs parents et les équipes médicales. On a également l'interruption volontaire de grossesse, qui, elle, se fait beaucoup plus tôt dans la grossesse, sur une grossesse qui n'était pas forcément désirée, ou parce qu'au moment où on se rend compte qu'on est enceinte, on se rend compte qu'on n'est pas prêt à accueillir un bébé. Là, c'est pas tant la question du handicap finalement que la question de est-ce qu'on est prêt à être parent ou pas. On va remercier Isabelle et on fait une dernière pause musicale. Sur Radio Calonne, c'est Carrie Bibi. So you've been talking all over town. How you didn't want me and how you put me down. Shame on you, yeah, baby. Honey, shame on you. You thinking you so much and you've got the win in hand. Let me tell you, you're gonna lose, 'cause you're going with a married man. Shame on you, yeah, baby. Honey, shame on you. You told me that you love me, and I'll
give you a thrill, but you also told me that my love won't pay your bill. Shame on you, yeah, baby. Honey, shame on you. This is what gets me. You go to church on Sunday, can't nobody beat you shouting and crying. Well, it's the same thing on a Monday, except can't nobody beat you lying. Shame on you, yeah, baby. Honey, shame on you. One more thing. We was to be married sometime in June. Yeah, but you put me down, I think a little bit too soon. Shame on you, I don't need you no more, baby. Honey, shame on you. Look out, guitar. Sur Radio Calonne, Gary, Bibi, qu'avez-vous pensé de ce moment passé ensemble? C'était intéressant. Et j'adore les bébés aussi. Et c'était bien. C'était intéressant de voir la badass de Tommy, mais... J'ai trouvé intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé cet échange avec toi Isabelle et tout le monde. Je trouve qu'on a appris plusieurs choses, notamment sur la contraception, sur le fait d'être parent, la parentalité, donc merci pour ce moment. Bah merci d'être venu, ça m'a fait plaisir de te revoir et puis merci pour ton travail. Merci Isabelle, c'était très intéressant et c'est surtout avec les bébés, avec les sages-femmes et les parentalités, voilà. Merci pour être venu à nous et on a passé un bon moment avec toi. À bientôt. Oui, merci Isabelle, c'était sympa. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et j'ai apprécié. Merci. Merci à tous pour votre accueil. Moi, j'ai beaucoup aimé cet échange aussi. Voilà, je suis venue invitée sans trop savoir à quoi m'attendre. Je connaissais pas cette équipe, mais vraiment, ce sera avec grand plaisir que je reviendrai et que on pourra discuter de plein de sujets. Merci. À bientôt sur Radio Calonne. Radio Madoué. Oh, wow. Ok,
Bye.